Bonjour! Alors, nous voici dans une nouvelle semaine de vlog. On est le vendredi 21 janvier? 21 janvier, je pense. Bref, un vendredi. Et voilà, ça commence ce nouveau vlog livresque-là parce que finalement, dans l'autre, j'ai tellement eu d'activités paralittéraires que ça a été une très grande durée. Donc, me voici déjà ce vendredi pour commencer le tout. Et si dans le dernier vlog, je me suis finalement offert un passage dans l'âge d'or du policier, ben cette semaine, comme j'hésitais dans le dernier vlog aussi à faire ce que je m'apprête à faire, ben voilà, cette semaine, j'ai décidé de me plonger dans les polars nordiques. De toute façon, j'en ai un à relire avant une animation qui va se dérouler la semaine prochaine. Et donc, c'est un polar danois que j'ai lu cet automne et que je dois relire pour me rafraîchir la mémoire. Et dans le fond, j'en ai profité pour me dire que j'allais minimalement en lire un autre, peut-être deux si je suis bien excitée. Donc, l'autre que je vais lire et que j'ai déjà entamé en ce moment, c'est, ben là, ce sera pas très beau, mais c'est La chambre du fils de Jornir Horst, qui est en fait l'enquête numéro, il me semble que c'est 12 dans la série des William Wisting, mais 12, comme je vous disais, encore une fois, dans les traductions françaises, parce que la parution originale, en langue originale, a un autre ordre de publication. Ce livre-là fait aussi partie, d'après ce que je peux comprendre, d'une espèce de cycle au sein même de la série, donc qui s'appelle The Cold Case Quartet, donc la tétralogie des affaires classées. Et ben voilà, donc c'est comme le deuxième de cette sous-série-là. Et dans La chambre du fils, on va retrouver bien entendu William Wisting, qui va se faire interpeller par, je pense que c'est le ministre de l'Intérieur, non, le procureur général, je pense, dans le fond du pays, pour une affaire particulière qui semble être un peu sensible, en fait, parce qu'un ancien homme politique ou un homme politique actuel, mais qui est dans l'opposition politique, est décédé. A priori de cause naturelle, il est décédé malheureusement d'une crise cardiaque. Mais bon, dans ce qui a suivi, en fait, c'est son décès. Il y a un de ses assistants ou un collègue au cabinet, en fait, qui s'est rendu à un endroit qui appartenait à cet homme politique-là et qui, par accident, en fait, a découvert que cet homme politique-là avait à la maison de l'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent, accumulé dans des boîtes, dans une chambre qui était verrouillée, dans un chalet qui lui appartenait. Et là, ben, comme c'est un homme politique, comme le décès vient d'avoir lieu, il va y avoir des funérailles potentiellement plus nationales, ben là, c'est ça. Il y a une demande du procureur général de faire une enquête en mode hush-hush, donc classée, pour essayer de voir d'où vient ou d'où venait cet argent-là, est-ce qu'il est vraiment associé à cet homme politique-là qui est décédé ou pas. Donc, l'idée du cold case, c'est qu'en fait, c'est une chose. En fait, en ce moment, la mort de cet homme politique-là n'a pas nécessairement un rapport avec ce qu'ils vont faire, quoique peut-être que ça va arriver. Mais il va falloir que William Wisting se plonge là-dedans et il n'a pas le droit, il est en mode secret défense, donc il ne peut pas divulguer quoi que ce soit. Il va avoir le droit il va prendre un de ses collègues avec lui qui est plus en mode, pas médico-légal, mais voyons. Pas CSI. Police scientifique, bon, qui est là. Et il va avoir aussi besoin d'une espèce de personne intermédiaire qui va pouvoir lui en apprendre plus sur la vie de cet homme politique-là, au-delà de ce qui était déjà connu, pour essayer justement de peut-être trouver des connexions, parce que dans le fond, au fur et à mesure qu'ils vont explorer ce qui se passe dans cet argent-là, ils se rendent compte que c'est des gigamontants, mais dans diverses devises étrangères qui remontent quand même à quelques années. Donc, il faut qu'il essaie de trouver une piste. Et bien là, William Wisting va faire appel à sa fille, Line, qui est une journaliste, qui maintenant est une journaliste pigiste, qui fait plus partie d'une équipe régulière pour différentes raisons dont je ne vous parlerai pas parce que ça fait partie d'une série, donc les personnages principaux évoluent, et qui va décider en fait d'accepter d'être temporairement une espèce d'agent de consultation temporaire au sein de l'équipe de la police secret défense, pour aller poser des questions dans le but de faire un article, même si techniquement, elle a quand même négocié le fait qu'elle veut faire un article, mais évidemment, ça va dépendre de ce qu'elle va découvrir, si c'est des choses qui sont secret défense ou pas. Fait que c'est super intéressant. Je retrouve avec plaisir la plume de Jornir Horst, qui est
qui est juste simple et sans utilitaire, mais pas négativement. C'est encore une plume qui décrit pas mal toutes les petites choses aussi. Là, genre, on va autant avoir, autant avoir une phrase qui va dire il met la capsule dans la machine à café que des phrases qui vont expliquer plus le développement de son raisonnement ou de comment il se sent par rapport à quelque chose. Donc, je trouve ça super intéressant, ce type de plume-là. C'est assez typique des polars nordiques. Puis la traduction est quand même bonne cette fois-ci. En tout cas, je trouve, vers le français. J'ai essayé de l'avoir en niveau audio en anglais, mais il n'est pas disponible au Canada. Il n'y a pas de livre audio francophone qui a été fait de la version française chez Gallimard. Pourtant, toutes les autres ont été faites. Fait que je ne sais pas s'il y a des problématiques de droit par rapport à ça internationaux, mais les autres livres audio ont été faits, mais pas celui-ci pour la Chambre du Fils. Et en anglais, ça s'appelle The Cabin, qui est plus un rapport finalement, vu que The Cabin, ça veut dire le chalet, puis ça se passe pas mal dans un chalet. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont découvert. The Cabin, il est disponible en anglais, donc le traduit de la langue originale vers l'anglais, dans pas mal tous les pays, mais pas au Canada. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais bon, peu importe. Ce qui fait que ce livre-là, je vais lire en numérique et en lecture d'accompagnement. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai trop envie de le découvrir. Maintenant que je me suis plongée dedans pendant ma course, ben voilà. Alors, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour lancer ce vlog-ci. Et alors, ben voilà, sans plus tarder, allez, on poursuit ça, ce vlog-là. Hey, coucou vous autres. Alors, on est le samedi 24 janvier. Tu sais, hier, je vous ai dit vendredi 21 janvier. Je sais pas dans quel monde je vivais, mais nous sommes le samedi 24 janvier. Et je suis de retour du boulot dans ce froid sibérien. Non, c'est pas si pire, il fait froid, mais j'ai survécu au froid. J'ai travaillé et je suis de retour. Donc, je voulais vous montrer 2 livres que j'ai empruntés à la bibliothèque où je travaille. Tout d'abord, le second tome de la série que j'ai lue, que je viens tout juste en fait de lire, de découvrir. Une série de Miyako Miya chez Le Renard Doré et c'est Louvre, le tome 2. Donc, cette histoire où on va suivre un frère et une sœur, donc un frère qui est berger et sa sœur qui a une apparence de louve, en fait, comme vous pouvez le voir. Et on comprend un peu que c'est peut-être lié à une malédiction. Dans le fond, ils ont eu un rôle à jouer dans une péripétie. Et dans le premier tome, on apprend que potentiellement, jadis, il y avait eu un nouveau-né qui était, à sa naissance, avait été maudit. Et c'était un guérisseur qui avait parlé de ça. Puis là, ben, j'ai l'impression que, dans le fond, le frère va partir en quête de réponse parce qu'il doit se dire que c'est potentiellement peut-être sa sœur qui était le nouveau-né maudit. Donc, voilà, ça ressemble à quoi à l'intérieur? Ceci. Voilà, donc, Louvre, tome 2. Et le deuxième tome, qui est un antépisode, mais quand même, de l'adaptation en roman graphique d'un roman qui est trop touchant et qui s'intitule Le cœur en braille. Et là, dans ce cas-ci, c'est Le cœur en braille 3 ans avant. Donc, c'est une adaptation qui est proposée par Joris Chamblin, Pascal Rutter et Annelise Nalin. Et dans le fond, on va suivre le personnage de Victor qu'on retrouve dans le premier tome. Alors que dans le fond, il va rencontrer une jeune fille qui est en train de devenir aveugle et qui va jouer un rôle assez important auprès d'elle pour un peu être une espèce de... Parce qu'elle, dans le fond, elle a le souhait de s'émanciper puis de expérimenter plein de choses avant de perdre complètement la vue. Puis lui, dans le fond, il est comme là un peu pour la soutenir malgré le fait que la société a comme tendance à dire non, mais tu peux pas y arriver à faire ça parce que ton handicap et tout ça. Donc voilà. Et dans le fond, là, on va retrouver Victor. Dans le fond, Victor, on voit que c'est 3 ans avant, il est au sein d'une famille où sa mère a des grandes ambitions pour lui, mais lui, c'est pas nécessairement ça qui a le goût. Il va arriver l'oncle Zach. Qui va revenir d'un grand voyage. Et c'était déjà pas super top à la maison. Et finalement, ça va devenir de pire en pire. Donc, j'imagine qu'on va comprendre un peu d'où le Victor du premier tome, d'où il vient pêcher. C'est peut-être cette écoute ou bienveillance-là par rapport aux autres. Je vais vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler visuellement. J'espère que je ne vais pas y divulgacher rien. Mais pas. Donc, j'aime beaucoup. Évidemment, c'est Joris Chamblin. C'est un auteur que j'adore.
Je vais juste voir s'ils mettent... Ouais, ça, d'après le roman de Pascal Rutter. Ah ben ça, il était mentionné là-bas. Je pense qu'il y avait 3 tomes, cette série-là. Le cœur en braille. J'ai toujours voulu le lire. Ça fait longtemps quand même que c'est sorti. Puis là, quand la BD est sortie, ben, je me suis dit, ben, je vais peut-être finalement me lancer dans l'adaptation en BD. Puis je crois que c'est quand même très bien fait. Alors voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai un peu de la misère à parler parce que je suis fatiguée. Puis ben, je lutte vaillamment contre des microbes depuis 2 jours qui essayent de s'installer en moi, mais que j'essaie de leur dire d'aller voir ailleurs si ils y sont. Genre, je pense que je dirais que je couvre qu'est-ce que tout le monde a, l'espèce de sinusite, virus de tout divers que tout le monde a. Donc, ben, j'espère que ça va partir, n'est-ce pas? Et donc, je suis un petit peu le cerveau en beurre d'arachide. Donc, sans plus tarder, je vais aller me poser, me reposer. Puis, ben, je vous reprends quand j'aurai terminé ma lecture en cours. C'est vrai, j'ai oublié de vous en parler. Qui est La chambre du fils de Jornir Horst, que je dévore absolument, alors que j'ai malheureusement seulement pu le lire en lecture d'accompagnement, ce qui n'est pas quelque chose qui est le plus flatteur pour une plume. Mais si je peux vous dire que j'adore la plume, j'adore cette intrigue-là, cette façon de présenter le duo des personnages qui est William Wisting et sa fille Lina, qui est une journaliste. Mais dans celui-ci, c'est intéressant parce qu'ils vont travailler ensemble, entre guillemets, pour une fois. Mais c'est pas nécessairement au goût de Lina. Et puis là, ben, on arrive à la paix. Je pense que je suis rendue presque à 70 ou 75% du livre. Et on arrive à l'endroit du livre où le danger guette les personnages principaux. C'est toujours comme ça. Donc voilà, je vais me plonger là-dedans. Puis quand j'aurai terminé cela, je vais vous faire signe. Puis après, ben, je vais choisir entre ma relecture du Anna Mette Hancock, qui est Fleur de cadavre, ou Cache-Cache de Søren Sveistrup. Ça ne sera pas très léger. Donc je me dis peut-être que je pourrais alterner, peut-être. C'est ici, pour alléger le tout dans ma semaine. Mais bon, je reviens quand je peux. Et bonjour vous autres. Alors, c'est la Marie-Soleil du lundi 20 quelques janvier, 26, 27, je sais pas. Lundi quelque chose janvier, je pense que c'est 26. Et voilà, donc congé à la maison. Et là, heureusement, parce qu'on a eu une bonne bordée de neige avec des conditions routières qui sont pas super faciles. Puis ben, j'admets que comme je m'en suis tapé quelques journées comme ça depuis le début de l'année où je devais aller travailler, ben là, je suis contente de ne pas travailler. Aujourd'hui, au menu, idéalement, pas avoir à prendre la voiture. Et j'ai eu un petit début de journée un petit peu sur les chapeaux de roue. Je ne sais pas si vous, à la maison, vous-même ou la personne avec qui vous habitez, si vous habitez avec quelqu'un, avez ça comme travers, mais mon copain m'avait dit qu'il travaillait de la maison ce matin. Donc, on s'arrangeait pour que je puisse avoir la maison puis que lui travaille dans son bureau. Puis là, ce matin, quand je me suis réveillée, il était un petit peu plus tard parce que je me laissais, j'avais pas mis d'alarme, évidemment. Puis là, il me dit « Ah non, non, mais il faut que vous ayez travailler absolument au bureau parce que j'ai une rencontre ce matin, j'avais oublié. »
Donc, ben, je me suis mis en mode mobilisation parce que je suis comme quelqu'un comme ça. Là, je me dis moi-même, j'ai de la misère le matin à me dépatouiller et à partir à l'heure. Donc, je me dis que je vais essayer de faire la même chose pour aider mon amoureux. Mais là, c'était comme un peu la cata, essayer de tout préparer. Puis là, juste comme je m'installe enfin pour me poser devant une vidéo BookTube, je vois que le recyclage passe. Puis là, ben, ça, c'est moi qui n'ai juste pas pensé. Donc, je me dépêche parce que dans notre village, quand il passe d'un côté, après ça, il arrive vraiment rapidement de notre côté. Mais là, c'est la grosse neige, j'ai pas déneigé l'entrée. Fait que là, je suis sortie en mouflon de camping, en robe de chambre, à -20, à essayer de mettre le recyclage sur le bord du chemin. Donc, ma journée semble s'enligner pour ça. Bon, j'espère qu'à partir de maintenant, ça va se calmer. Parce que techniquement, au menu, j'ai toujours pas terminé la chambre du fils de Jan Lire Horst, pas par manque d'intérêt, parce que hier, je décide de passer du temps avec mon copain. Donc, j'aimerais ça peut-être le terminer aujourd'hui. Mais il y a aussi le fait que je dois relire le livre qui s'appelle Fleurs de cadavres d'Anna Mette Hancock, parce que j'anime une rencontre cette semaine pour un club de lecture. Puis, je vais juste me remettre ça en tête. Et j'aurais aimé ça peut-être prendre la journée d'aujourd'hui pour le lire parce que dans le fond, j'ai pas tant de temps que ça cette semaine pour le relire. Je vais le relire assez rapidement. Puis c'est pas un si gros livre en fin de compte. Je l'avais écouté en livre audio, mais c'est pas un si gros livre numérique. Je pense que c'est comme 280 pages, donc ça se lit quand même relativement bien. Donc j'aurais peut-être aimé ça faire ça. En même temps, j'ai du BookTube. Je sais pas trop. Bref, je me mets pas d'objectif cette semaine. Cette semaine, oui, je vais en avoir, mais aujourd'hui. À part là, je vais espérer qu'il n'y ait pas trop d'autres moments où il va falloir que je me bouscule le matin parce que le lundi, ça fait vraiment du bien de ne pas me bousculer dans l'horaire, mais c'est assez rare ces temps-ci qu'il n'y a pas quelque chose qui arrive les lundis matin. Donc, ben voilà, c'est pas grave. Ça rend la vie dynamique et je suis incroyablement. Dans le fond, je remercie un peu le fait que je suis quand même dans une maison, que j'ai une maison, que je suis pas dans le froid, puis que je vis pas en ce moment le chaos social qui se passe au sud de la frontière. Donc, on s'entend que je relativise le tout. Mais bon, disons que ce matin, si on oublie que tout le restant du monde va pas très bien, c'est un euphémisme, ben, c'est juste que c'est un matin que j'ai commencé un petit peu en accéléré. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous reprends quand j'ai des choses plus littéraires dont je voudrais vous parler. Lira est couchée et du coup je vais terminer ma lecture puisqu'en fait tout à l'heure au moment où j'ai dû m'occuper de Lira il me restait clairement 38 pages donc voilà là je vais clairement le terminer.
aussi beaucoup aimé Le Mort d'Ivran-Ilitch de Tolstoï, qui est une nouvelle que j'ai aussi aimée. Dans ses favoris, il y avait également The Machine Stops de E.M. Forster, le même qui a écrit Maurice. I loved Wayward for its like kind of witchy sisterhood, and this one is involved with the sea. And I literally already said that I love the sea and I love ocean depictions and just settings. I think it's really beautiful and fun. Et bonjour aux autres. Alors, je reprends toujours lundi de congé avec un drôle de cadrage, mais c'est parce que j'essaie de pas trop avoir de fenêtres pour être à contre-jour, puis j'ai la chance d'avoir juste des fenêtres chez nous. Donc, c'est chouette, mais des fois, c'est compliqué un peu pour les angles de tournage. Alors, j'ai terminé finalement La Chambre du Fils de Jornir Horst. C'était excellent, vraiment excellent. Dans les très bons. Ben, j'ai rarement été déçue par les Jornir Horst, mais celui-là, vraiment, là, je pense que ce que j'ai apprécié le plus, c'est, comme je vous dis, le fait que, pour une fois, ça va être un duo père-fille qui vont travailler techniquement ensemble dans le même but, chacun avec leur force. Donc, évidemment que Line va travailler en tant que journaliste pour essayer de, à travers ses contacts ou à travers des excuses de journalisme, en fait, en apprendre un peu plus sur le contexte qui entoure certaines des découvertes qui vont avoir été faites suivant la fameuse mort de l'homme politique. Et donc, il fait comme un peu partie de l'escouade d'enquête un peu secrète. Et bien entendu, Line a le don de rencontrer des gens qui, en fait, Wisting et Line, mais c'est dans le cadre de leur travail. Mais comme ils rencontrent toutes sortes de monde, dont des gens fiables et des gens pas tant fiables, et bien évidemment que ça a tendance à mettre le danger au menu. Et encore une fois, la structure un peu classique maintenant du Jornir Horst est là, c'est-à-dire que on va les suivre, on va voir l'enquête avancer, des découvertes qui vont être faites, des liens qui vont s'étirer vers plein de gens qu'on ne pensait pas nécessairement impliqués, et évidemment le niveau de danger qui va augmenter. Puis là, ce qui est super prenant, c'est que Line, en fait, elle n'a plus juste sa propre vie à défendre. Donc, je n'aurai pas vraiment beaucoup d'autres détails parce que ça peut divulgacher, mais donc, on est encore plus comme lecteur sur le bout de notre chaise parce qu'on ne veut pas qu'il arrive quelque chose, on ne veut pas qu'il arrive quelque chose à son entourage, on ne veut pas qu'il arrive quelque chose à son papa. En même temps, on a comme envie que les choses se résolvent, que l'enquête avance, que les gens qui ont fait des méfaits ou des crimes soient attrapés, mais tout se passe jamais vraiment exactement comme prévu. J'adore ce duo-là. Je trouve que vraiment, c'est des personnages qui sont humains, crédibles, avec des failles, clairement. Mais les enquêtes sont toujours super bien menées. C'est toujours un rythme qui, étrangement, contraste, c'est-à-dire que c'est une narration qui n'est pas haletante, c'est une narration qui vraiment est plus en mode, ça c'est très, pas l'art nordique, mais qui est en mode plus, je sais pas comment descriptif, mais c'est comme plus rendre compte de quelque chose, donc c'est presque comme ça. C'est pas dire que c'est plate ou froid, mais c'est vraiment, on a l'impression qu'on est à côté de la personne puis qu'on suit avec elle, dans le fond, ses déplacements, sa journée et tout. Donc, a priori, ça peut avoir l'air d'être un rythme de narration tranquille, mais malgré ce rythme-là, qui est relativement, disons, juste un rythme moyen, là, mais il y a quand même beaucoup de... On fait pas beaucoup d'ellipses, on va quand même nous mentionner l'enchaînement de comme toutes les actions pas mal qu'un personnage va faire, même si c'est aller à la salle de bain. Mais pourtant, on n'est pas dans la description longue qui fait en sorte qu'on perd un peu le fil et tout ça. Donc, on est vraiment plus dans la description des actions plutôt que dans la description des lieux. On nous donne souvent des détails sur les lieux, mais on ne s'attarde pas nécessairement là-dessus. Puis malgré le fait que ce soit comme ça, on arrive à créer des tensions parce que, comme justement on suit, on dirait, toutes les actions des personnages avec eux, on a vraiment l'impression d'être avec eux autres. Puis on perçoit à ce moment-là à chaque fois qu'il y a comme une perturbation dans le rythme en raison d'une péripétie ou d'une action, mais on va l'apercevoir fois mille un peu qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur eux autres. Puis ils vont parler un peu de leurs émotions, mais pas tant que ça, puis ils n'ont pas besoin. Puis ça, c'est un bon exemple, comme je vous disais, que cet auteur-là n'a pas besoin
de nommer toutes les émotions par lesquelles les personnages passent parce qu'on les perçoit, parce qu'ils arrivent à les évoquer sans nécessairement avoir besoin de mettre des mots sur toutes les émotions pour qu'on soit sûr de rien manquer. Donc, vraiment une plume habile, une plume qui nous en propose plus que qu'est-ce qu'elle pourrait avoir l'air d'emblée. Donc, comme je vous dis, on a l'impression que c'est seulement quand même un petit peu comme un fleuve tranquille, mais il y a toujours un moment, une montée de tension qui va se faire au fur et à mesure du livre, avec toujours au moins minimalement le dernier tiers ou sinon la dernière moitié où le danger est de plus en plus proche, puis on se dit, mais mon Dieu, mais... Puis on le sait que potentiellement la série se poursuit, donc on se doute qu'en tout cas, a priori, les deux personnages principaux, ou au moins un des deux, vont comme poursuivre leur vie, parce qu'ils vont avoir d'autres tomes. Mais malgré ça, c'est assez bien fait pour qu'on se dise, mais voyons, il va leur arriver ça, ou ça va toucher leur entourage de façon grave, ou c'est vraiment bien fait. Puis la traduction, puis là, il me semble que je ne vais pas me tromper, mais il me semble bien que c'est du norvégien. Oui, je pense que c'est norvégien. La traduction vers le français est super bonne. Donc, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu plus de mauvaises expériences avec les traductions du suédois vers le français, mais le norvégien vers le français, aucun problème. Il n'y a pas de problème d'argot qui arrive par rapport en plein milieu comme ça. Moi, je l'ai comme lu en français. Finalement, je l'ai pas mal écouté en lecture d'accompagnement en français. Puis comme je vous dis, imaginez, j'ai passé ma lecture en lecture d'accompagnement, puis j'ai réussi à trouver ça excellent. Donc, c'est pour vous dire comment cette plume, j'avais déjà dit ça, mais comment cette plume est de qualité, parce que malgré tout, j'arrive, même si c'est une voix d'intelligence artificielle et que c'est absolument pas la qualité du travail d'un acteur qui va faire un livre audio, ça arrive quand même, la plume arrive quand même à venir me chercher. Vraiment. Si vous ne connaissez pas encore cette série-là, ça vaut le coup. Oui, c'est sûr qu'on est du côté quand même sombre de l'âme humaine, mais c'est pas aussi... il y a quelque part un peu d'espoir ou un peu de luminosité dans les Jornir Horst sans être édulcoré ou jovialiste. Puis peut-être que c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis qui est quelque chose que je retrouve pas nécessairement dans beaucoup de polars nordiques qui sont plutôt sombres. Donc voilà. Donc justement, les polars nordiques, dont celui que je vais entamer de nouveau parce que je l'ai lu en novembre mais que je vais le relire, qui est Fleur de cadavre de Anna, je me mélange toujours, Anne Mette Hancock. Donc, c'est chez Albin Michel. C'est publié, c'est traduit du danois cette fois-ci, donc Norvège, Danemark. Je ne sais pas si mon Soren Sveistrup, je ne sais pas, il vient de où, par exemple. C'est peut-être danois. Mais ça me fait juste rire, là. Parce que cette semaine, je me suis dit que ça va être ma semaine polar nordique. Mais celui-là, je lis, il faut vraiment que je le lise rapidement parce que mon animation est mercredi. Je l'ai lu, mais je me rends compte objectivement que je l'ai lu. Je sais que j'ai trouvé que la plume était bien intéressante, prometteuse avec les personnages aussi, que ça répondait aux critères que je cherchais pour justement la club de lecture, c'est-à-dire un roman policier qui se déroulait par le biais d'une enquête journalistique plutôt que par le biais de la voix officielle. Donc, j'aurais pu prendre les Jornir Horst, mais comme souvent on a les deux en parallèle, là, je cherchais plus quelque chose qui était particulièrement mené par le ou la journaliste. Et puis comme aussi les Jornir Horst, ben, les premiers tomes n'ont pas été traduits, donc c'est un petit peu plus compliqué. Ben, c'est ça. Anne Mette Hancock, ça s'était venu me chercher. Ce qui est comique, c'est que j'ai revérifié. Puis Fleur de cadavre, c'est le premier tome, dans le fond, de cette série-là. Le deuxième, c'est, en anglais, c'est The Collectors, mais je ne sais pas c'est quoi, ça doit être le collectionneur en français, je ne sais pas trop. Je vais voir, je vous mettrai la vignette. J'ai commencé par celui-là. Je sais que j'ai adoré celui-là. Puis quand j'ai lu le premier, je l'ai aimé, mais c'était pas du tout le même genre, le même ressenti. Puis là, maintenant, je l'ai lu en novembre, là. Puis j'ai tellement lu depuis que j'ai aucune idée. Je me souviens plus du tout. Je me souviens plus vraiment. J'ai regardé les quatrièmes de couverture, puis je suis comme, ah oui, ok, c'est beau, ça me dit quelque chose. Mais je me souviens pas vraiment des particularités de la plume. Je me souviens juste que j'ai eu un ressenti positif quand je suis sortie de là. Mais c'est troublant. Fait que c'est ça. Mais ben, c'est pas parce que je lis trop, c'est juste que des fois, je me rends compte que si je fais pas, j'en ai parlé en plus, mais je fais pas, je sais pas, l'exercice de vraiment peut-être me poser pour
écrire peut-être. J'écris plus mes recensions, puis même si je vous en parle, une fois que je vous en parle, on dirait que ça disparaît un peu de mon cerveau. Puis ben, il va me rester l'état émotif que j'ai eu quand j'ai lu le livre, donc mon expérience de lecture. Mais même là, j'aurais pas tant de détails par rapport à la spécificité de l'écriture. Puis ben, c'est sûr que c'est un peu inquiétant, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Il y a des choses plus inquiétantes dans la vie. Donc, je vais relire Fleur de cadavre, qui en livre numérique fait 297 pages. Ça se lisait, il me semble, assez bien. Sinon, je l'ai en livre audio, au pire aller, que je pourrais écouter. J'essaie de voir si j'ai le résumé, mais je pense qu'ils ne le mettent pas dans les versions numériques. Mais je vous en ai déjà parlé de ce livre-là, donc je vais relire ce livre-là. Puis, ben, si ma semaine se passe bien, j'ai aucune idée parce que je suis encore un peu under, donc je suis un peu comme ça samedi, mais c'est comme si je combats quelque chose, mais ça se déclenche pas, mais je suis comme juste en train de combattre. C'est peut-être juste l'anxiété normale, la fébrilité normale, comme j'anime quelque chose cette semaine, ça doit être ça qui se passe, je dois être un peu stressée. Mais bon, peu importe, les symptômes sont vraiment là. Donc, je suis pas top non plus, mais si jamais ma semaine se passe bien, ben après avoir relu Fleur de cadavre, comme je vous ai dit, j'enlignerai avec le Søren Sveistrup, même si ça va faire une semaine un peu sombre, on va voir. Mais bon, voilà. Alors, écoutez, je me lance là-dedans. Évidemment, je le lis, je l'ai déjà lu, fait que ça me choque parce que je l'ai déjà lu. Si je m'étais dit que je l'avais jamais lu, ce serait correct. Mais là, je l'ai déjà lu, puis je sais que mon deadline était assez rapproché, puis je ne voulais pas lire plus loin que ça du jour J, parce que je vais être sûre de bien m'en souvenir. Je vais prendre des notes, là, c'est sûr, là, mais je vais juste être sûre de bien me souvenir de ce que j'ai ressenti. Donc, j'avais pas le choix de le faire aussi proche que ça de mon échéance, mais c'est quand même un petit peu stressant. Alors, j'arrête de vous jaser, puis je me lance dans la relecture de Fleur de cadavre. À tantôt! Et bonjour vous autres! Alors, on est le mardi 27 janvier. Et je vous prends en soirée à faire tour de boulot. Éclairage pas top, mais genre j'ai vraiment un peu la flemme d'aller chercher la lampe d'appoint. Donc on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Juste parce que, ben oui, j'ai reçu un petit colis. Alors on va ouvrir ça ensemble sans plus tarder. Alors, donc, allons-y. Oui! J'ai pris des livres d'auteurs et d'autrices que je voulais avoir dans ma bibliothèque. Et j'ai de nouveau pris un livre de l'autrice Jane Campbell, dont je vous parle un peu, là, qui est une autrice et qui fait aussi du booktube. Et c'est un livre qu'elle a fait, qui est un peu celui pour lequel elle a été le plus connue. Mais bref, c'est Weird Things Customers Say in Bookstore, donc de Jane Campbell. Et c'est illustré par... ça, j'avais écrit. Greg McLeod. Et dans le fond, je pense que c'est un recueil de qu'est-ce qu'elle avait déjà un peu colligé sur un blog, pardon. Donc, ça ressemble un petit peu à ça ici. Puis, ben, évidemment, étant une ancienne libraire et maintenant une bibliothécaire, je suis pas mal certaine que c'est des choses qui vont résonner en moi. Donc, voilà, c'est sous différents thèmes. Parents and Kids. What was that title again? Donc, tout ce qui est en rapport avec le fait que les gens ne connaissent pas toujours les infos quand ils viennent nous voir. Donc, voilà. Je vais juste voir si... Il me semble qu'en Angleterre, il est paru autrement, à moins que ce soit un deuxième volet. Mais non, je pense que c'est vraiment un recueil de ce qu'elle avait déjà publié sur son blog. Bref, voilà pour celui-ci. On a ici la visite de mon chat dans la boîte, évidemment. Je vais la déranger un peu pour vous montrer le prochain, qui est quelque chose d'un peu inédit. Je ne savais pas trop qu'il existait, mais c'est un scrapbook d'enfance qui est fait par Michael Morpurgo et j'imagine son enfant Claire. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est Where... Je sais pas c'est quoi.
Where My Willies Take Me. Donc, Where My Willies, c'est le nom des bottes de pluie. Et ben, ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment un ensemble de textes qui a été fait, qui a été colligé au fur et à mesure, puis qui ont travaillé ensemble. Et ça finit par devenir éventuellement un livre. De ce que je peux voir, c'est il y a plusieurs poèmes qui sont dans le livre, qui sont recensés ici. Puis, je crois qu'il y a aussi des moments qui sont comme ça ici. Donc, il y a mon chat qui vient tout changer le focus. Donc, on a les poèmes ici, puis on a des espèces d'éphémérides, puis des dessins, puis des textes. Excusez-moi, je vais y aller avec... Désolée. Donc, des textes comme ceci qui vont... qui sont sans doute été écrits par Michael Morpurgo et son enfant. Puis sinon, ça, c'est des poèmes qui sont disséminés à travers l'œuvre. Donc ça m'intéressait vraiment. Je vais le mettre ici, si mon chat me le permet. Ensuite, j'ai décidé de m'acheter celui-ci, qui est donc Flooded. Ah, mon chat, décidément! Donc, qui est Flooded. Et c'est encore de Marie-Ayo Illustrayo. C'est notre illustratrice fétiche. Et oui, ce n'est pas un air de déjà-vu, un faux air de déjà-vu. Il est vraiment magané, le livre, c'est effrayant. Donc, c'est pas un faux air de déjà-vu, mais c'est un livre que j'ai lu en français qui s'appelle Inondé. Je l'ai lu, ça fait partie de mes mentions spéciales au coup de cœur de 2025. Et je ne pouvais pas ne pas l'avoir à la maison. Donc, je suis vraiment dans une phase Marie-Ayo Illustrayo. Je veux toutes les avoir chez moi. Donc, celui-là, j'ai déjà lu. Et je vais tasser mon chat un petit peu. Pour rester dans la même un peu ordre d'idées, mais pas vraiment. Mais je suis allée avec encore une fois un illustrateur que j'adore, qui est assez particulier et qui s'appelle Levi Pinfold, que j'avais découvert avec The Black Dog, je pense. Si jamais vous ne le connaissez pas, c'est une super histoire. Et il me propose ici un livre qui s'appelle Paradise Sands. Et c'est publié chez Candlewick. Et c'est une jeune fille et ses frères qui vont, dans le fond, tomber par hasard sur le Paradise Sands Hotel, donc l'hôtel Paradise Sands, et ils vont tomber à ce moment-là sous, en fait, pas le joug, mais la juridiction, les règles du mystérieux Teller, et ils vont faire, dans le fond, la jeune fille va prendre une entente avec le fameux Teller afin qu'il soit libéré de ce espèce de paradis-là. Mais est-ce qu'elle va pouvoir tenir sa parole à elle? Puis absolument, c'est vraiment des illustrations qui sont assez marquantes pour Levi Pinfold. Je ne sais pas si... on a un petit peu une idée. Donc, je n'étais pas certaine pour celui-là, mais j'aime vraiment beaucoup le créateur, donc je voulais explorer un petit peu quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et enfin, je me suis offert. Cute. Yay! Encore une fois, une autre multiple édition, mais bon, ça me tentait. Dans le fond, une édition combinée, collector de The Adventures and Memoirs of Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. J'en ai déjà des éditions à la maison, une édition à la maison qui est une édition plus ancienne. Et puis, c'est une édition un peu luxueuse avec des sprayed edges en doré. Puis à l'intérieur, c'est les textes originaux avec des illustrations comme ceci. Je ne sais pas si c'était des illustrations qui ont été refaites. Ah, c'est cool, il y a une carte de Londres. Puis je ne sais pas si c'était un colligé qui avait été fait. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est les illustrations originales de Sidney Paget. Donc, c'est publié chez Union Square & Co. J'aime vraiment beaucoup cette maison d'édition-là. Donc, on a la liste complète des histoires des deux recueils, donc The Adventures of Sherlock Holmes puis The Memoirs of Sherlock Holmes, avec les illustrations originales, donc, de l'époque. Moi, je trouve ça super intéressant. Et pour une fois, en version originale, ils ont fait un effet qui fait un peu ancien, mais c'est pas les colonnes de journaux. Les éditions que j'ai, c'est celles avec le texte en colonne. Puis je sais qu'à l'époque, c'est publié comme ça, mais moi, je suis vraiment dans la misère à lire ça comme ça. Donc là, vraiment, on est plus dans quelque chose une mise en page plutôt standard. Alors voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc, un petit book haul. Et ben voilà.
c'est la vie. Je me suis laissée avoir encore une fois. Sinon, je suis en train de terminer ma relecture de Fleur de cadavre. Et ça m'est revenu, là. C'est juste qu'on dirait que c'est spécial parce que, mais sauf peut-être exactement la personne qui qui sous-tend un peu tout ce qui se passe dans Fleur de cadavre, qui, pour rappel, est un livre que j'ai lu en novembre, comme je vous disais, pour un club de lecture dont je vais animer une des rencontres demain. Et ça met de l'avant un duo de journalistes et enquêteurs. Donc, comme je vous disais, vu que je sortais d'un Jan Horst, c'est quand même comique. C'est une autrice danoise qui elle-même était romancière et journaliste, donc intéressant aussi comme idée. Et c'est la seule série en fait qu'elle a sortie, donc il y a déjà 3 tomes dans cette série-là. Il y en a 2 qui sont traduits en français. Et ben c'est ça, je le lisais. Donc on va suivre Héloïse Caldan qui va se mettre à recevoir des lettres d'une certaine Anna Kiel qui qu'elle ne connaît pas du tout et qui l'interpelle, mais elle ne comprend pas trop pourquoi elle reçoit ces lettres-là. Éventuellement, ça se passe dans un contexte où elle travaille dans un journal. Elle vient d'être un peu mise sous enquête parce qu'elle a fait un article puis elle avait une source, mais elle a comme pas double vérifié ses sources, puis ça s'avère être quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, elle a une espèce de contexte un peu particulier au niveau professionnel. Et dans le fond, ces lettres-là, elle va finir par les montrer à la police et ça semble... Anna Kiel, en fait, c'est une femme qui a été reconnue coupable, ben en fait, qui était la coupable d'un meurtre complètement inexpliqué d'un avocat qui s'appelle Christopher Mossing, je pense, qui a eu lieu. Et un meurtre très sanglant et cru. Et depuis ce temps-là, elle est en cavale, puis on ne l'a pas retrouvée. Donc, on va comprendre un peu, bon, on va voir, Héloïse va se sentir un peu interpellée par ce mystère-là, particulièrement parce que les lettres sont adressées à elle, puis elle comprend zéro pourquoi elles sont adressées à elle. Et bien évidemment, ça va piquer un peu sa curiosité de journaliste. Donc, elle va mener l'enquête de journalisme, mais autant pour l'histoire en tant que telle d'Anna Kiel que pour comprendre pourquoi ça s'écrit, ça s'adresse à elle. En parallèle de ça, on va suivre l'inspecteur Schaffer qui, ben voilà, qui était policier qui est là depuis longtemps, dans le fond, et qui, entre autres, a travaillé sur l'affaire Anna Kiel, et qui va être mis au courant par Héloïse que, dans le fond, des lettres de Anna Kiel ressurgissent. Donc, pour lui, c'est un peu comme un genre de hint de se dire, OK, mais peut-être qu'on va être capable de remettre la main dessus parce qu'ils n'ont jamais réussi à l'arrêter. Et bien voilà, lui va suivre son enquête officielle et Héloïse va suivre son enquête journalistique. Et on sent que, visiblement, Anna Kiel essaie de dire quelque chose, mais elle n'est pas super claire dans ses lettres. Puis ça semble très personnel, mais Héloïse ne comprend pas vraiment pourquoi. Éventuellement, au fur et à mesure de l'histoire, on va finir par comprendre un peu plus qui est Anna Kiel, qui est la personne qui a été tuée, même si ça a l'air un peu random, et tranquillement, au fur et à mesure, et c'est une des forces de ce livre-là, et en fait, c'est un typique un peu du polar scandinave, mais c'est qu'évidemment, on va... une tension qui va se créer, parce que plus ça va aller, puis plus on va en apprendre sur les personnages principaux, puis surtout sur Héloïse, puis en quoi ça peut potentiellement la concerner, directement ou indirectement, sur des choses qu'elle ne dit pas nécessairement. Puis la façon dont c'est fait, c'est que c'est révélé petit à petit. Puis plus on en apprend, puis plus on se dit, plus la tension monte. Pourtant, oui, il y a quand même des péripéties qui sont là, mais c'est pas, encore une fois, c'est comme pas le Jarnir Horsch, c'est pas un rythme qui est haletant, c'est un rythme qui est moyen. C'est un rythme une écriture qui est un peu plus utilitaire, mais pourtant, la tension monte. Dans ce roman-là, il y a quand même un peu plus d'émotion mentionnée, peut-être, plutôt qu'on la fait ressentir, un peu plus mentionnée, un peu plus de... Il y a un langage un petit peu plus cru, je dirais, que pour le Jarnir Horsch. Et il y a certains passages dont je ne me souvenais pas qui sont assez particuliers. Et tout m'est revenu éventuellement. Ce qui est abordé dans ce livre-là, c'est un livre dont le thème principal est la vengeance et les secrets enfouis et le passé qui nous rattrape
et quand même des choses qui sont très dures en ce qui concerne des abus sexuels et particulièrement sur des mineurs. Donc, je m'en souvenais, mais j'étais plus sûre. Je l'ai tellement lu quand je les ai enchaînés cet automne qu'on dirait que je ne savais plus qu'est-ce qui était dans quel livre. Puis celui-là, en plus, j'ai lu le premier tome et le deuxième tome, mais j'ai lu, comme je vous disais plus tôt, le deuxième tome en premier et ensuite celui-ci. Donc, il y avait quand même des petits divulgateurs dans le deuxième tome. Fait que là, on dirait que je ne savais plus qu'est-ce qui était dans quel tome. Donc là, c'est bon, je me suis replacée, heureusement, vu que demain, j'anime le club de lecture. Puis c'était pour ça que je le lis de façon vraiment rapprochée avec la rencontre pour être sûr que ce soit assez frais dans ma mémoire. Je suis rendue à peut-être 65%, donc clairement, je vais l'avoir terminé pour demain. De toute façon, je m'en souviens. Au pire, je pourrais dire lire en diagonale. Ce qui est intéressant aussi pour moi pour cette lecture-là, c'est que je l'ai écouté, moi, en livre audio, puis je l'ai écouté en livre audio en anglais. Donc déjà, livre audio, c'est différent comme expérience. En anglais, donc traduit du danois vers l'anglais. Différence aussi. Là, c'est traduction du danois vers le français parce que l'équipe de lecture est en français à la bibliothèque où je travaille parce que c'est une bibliothèque, on est dans une ville francophone. La traduction, correcte, un peu d'argot quand même. Donc, je vous dirais, là, comme je vous disais, Jorlir Horst, la traduction, c'était du norvégien vers le français. J'ai pas ressenti ça. Là, celle-ci, je la ressens. Est-ce que c'est la plume de l'autrice qui est déjà peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a un petit travail à faire par rapport au niveau de langage? Peut-être que c'est ça, mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de traduction, une problématique de traduction. Pas que c'est nécessairement pas de qualité, mais juste c'est les types de traductions qui, moi, habituellement, m'horripilent. Donc, bon, c'est pas grave. Là. Mais c'est important aussi que je l'ai lu en français parce que c'est ça que les participants à mon animation vont avoir lu. Donc, ça va me donner plus une idée si jamais ils se prononcent sur, par exemple, le style littéraire ou l'expérience de lecture. Bien entendu que l'expérience de lecture peut être liée au sujet, puis et tout ça, mais c'est sûr qu'il y a quand même une partie qui est liée un peu au style littéraire. Donc, c'est sûr que si eux, ils ont eu la version en français, ben au moins, je saurais à quoi m'en tenir. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, je retourne à ma relecture de Fleur de cadavre d'Anne Mette Hancock. Et ben, je vous reviens quand je peux. Et bonjour vous autres. Alors, on est mercredi matin. Cette semaine, mon horaire est bizarre. Donc, je viens d'aller courir, je travaille après-midi soir. Ce soir, j'anime mon club de lecture et on lit ceci. En fait, on parle de ceci, Fleur de cadavre d'Anne Mette Hancock, dont je viens tout juste de terminer la relecture. Et ma foi, j'ai bien fait de le relire maintenant parce que comme ça, mon impression est toute fraîche, mais c'est terrible. Moi qui me suis dit que j'allais enchaîner avec Søren Sveistrup, connaissant comment je me suis sentie après le premier, même si c'était excellent, je ne sais pas si je vais les enchaîner tout de suite. Mais bon, on va voir. Bon, mais écoutez, c'est toujours aussi, je dirais, troublant. On est vraiment dans le... C'est comme un roman policier. C'est une enquête journalistique, mais je vous dirais que l'accent est vraiment fait. C'est vraiment une enquête à deux têtes. Pas volontaire, mais à deux têtes. Et on comprend clairement que les gens enquêtent sur les mêmes choses, mais pas pour les mêmes raisons. Du côté de la journaliste, même si elle veut savoir la vérité, c'est plus une quête de vérité par rapport à elle-même, par rapport à pourquoi elle est impliquée finalement dans cette situation-là, alors que, bon, sur le coup, elle n'a aucune idée. Et c'est surtout un grand saut dans son passé. Il y a une grosse évolution du personnage principal au niveau psychologique. Je vous ai déjà mentionné un peu les sujets abordés, donc c'est très dur. Vers la fin, je ne me souviens pas qu'il y avait autant de détails. Donc, vers la fin, la façon dont ça fonctionne, c'est que les deux enquêtes se dirigent tranquillement vers leur conclusion, l'enquête policière et l'enquête journalistique. Et donc, il y a des moments où on va voir, par exemple, mais plus particulièrement du côté de l'enquête journalistique, les confidences vont être faites. Donc, des personnes clés vont se confier à Héloïse Kaldane et ça va être dans les détails. Et ça va être des détails qui sont horribles. C'est pas des détails qui sont mis là gratuitement parce que volontairement, je pense, dans ce livre-là, ce qui est clair, c'est que ce qui est identifié comme le fameux crime, en fait, qui est en lien avec les abus sexuels sur mineurs, c'est clairement identifié et souligné et pointé comme étant quelque chose d'affreux. Donc, il n'y a pas nulle part où c'est minimisé.
Bien entendu que les personnages qui sont impliqués un peu dans ça vont essayer de minimiser, mais du côté, en tout cas, des personnes qui font l'enquête, il n'y a personne qui réagit comme étant que c'est quelque chose de mineur. Donc, pour moi, je considère que c'est pas gratuit dans le sens où je pense que c'est nécessaire pour que le lecteur soit dûment indigné par la situation. Cela dit, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, je maintiens que la plume d'Anne Mette Hancock, ne sachant maintenant que c'est une romancière et journaliste, c'est sûr que il y a des moments comme ça quand on est dans la partie des révélations où on est plus dans le ton un peu plus, peut-être pas journalistique, mais quand même. Donc, on est plus dans la neutralité, puis ça rend les choses encore plus terribles. Ça c'est en phase avec justement l'écriture scandinave. Donc, on dirait que c'est le fait que l'écriture est si neutre, puis que les choses sont dites avec tellement de détachement, mais qu'en même temps, il y a une montée de tension parce que justement, le lecteur est amené à lui-même tirer ses propres conclusions puis à embarquer dans tout ça que, je sais pas, c'est encore plus affreux. Puis quand je dis que c'est neutre, c'est pas neutre parce que dans le fond, c'est condamné, mais ce que je veux dire, c'est que la narration est neutre. Les personnages sont pas neutres pantoute par rapport à la situation, mais la narration est neutre. Il y a des moments qui sont des émotions. Comme je vous dis dans celui-là, je trouve quand même qu'il y a un peu plus d'émotion qui est mentionnée qui est exprimée, en fait, que par exemple dans l'écriture, peut-être qu'on pourrait peut-être pas comparer, mais mettons Camilla Läckberg, suédoise, qui est aussi un duo d'enquêteurs-journalistes. Ben là, on n'est pas dans la même chose du tout. Dans celui-là, il y a vraiment plus d'émotion, je trouve, qui est là. Il y a beaucoup de vie personnelle. Dans Camilla Läckberg aussi, mais ça va un petit peu, je sais pas, c'est comme si Anne Mette Hancock a réussi à faire quelque chose quand même d'assez serré. C'est pas si long. Je pense que c'est quand même à peu près 400 pages en papier. Là, moi, en numérique, c'était 300 pages à peu près, mais c'est pas si long. Pourtant, tout est là. Grosse différence avec, par contre, la plupart des romans des polars nordiques ou des romans policiers, où c'est que c'est un roman qui n'a pas de fin. Donc, mais qui a une fin ouverte. Comme si la conclusion n'était pas nécessaire à faire ou comme si on laissait au lecteur la possibilité de déterminer est-ce que la conclusion va aller dans le sens qu'on socialement on souhaiterait ou pas. Est-ce que socialement on peut souhaiter la conclusion qui semble vouloir arriver? Ça joue beaucoup justement dans le morally grey parce qu'on est vraiment dans des situations où des crimes sont commis par des personnes qui ont été impliquées dans des choses encore plus horribles. Je dis plus horrible, voyez-vous, je suis teintée, mais dans des choses horribles aussi. Donc, la question est, est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que l'abus justifie tout par la suite? C'est terrible de penser comme ça parce que instinctivement, hein, je n'ai pas besoin de dire grand-chose, mais dans ce cas-ci, c'est ça, on est confronté à ça. Donc, c'est particulier. Je ne sais pas comment les gens vont réagir dans le club de lecture que je vais animer ce soir. J'ai un peu peur, ça m'inquiète un peu parce que je me souvenais plus. Je me souvenais que c'était une fin ouverte, mais je me souvenais pas qu'il y avait un enchaînement autant de confidences, entre guillemets, qui se bousculent vers la fin. Et c'est correct, ça crée justement une tension, ça crée un tourbillon chez le lecteur on est confronté à nos propres convictions, on est confronté à nous-mêmes, on est confronté à la société, on est confronté à l'horreur que l'humain peut commettre. On est confronté à la structure sociale dans laquelle on évolue. Est-ce que la structure est juste ou pas? Est-ce qu'elle est adéquate ou pas dans toutes les situations? Voilà. Donc, voilà, relecture complétée. Et comme je me souvenais un peu vers la fin, comme je vous dis, là, de qu'est-ce qui s'était passé, mais j'ai beaucoup de difficulté à distinguer qu'est-ce qui se passe dans le tome 1 du tome 2. Donc, pour moi, il y a des choses qui devaient se passer puis qui vont se passer, en fait, dans le tome 2. Donc, je suis quand même contente de l'avoir relu. Pour moi, c'est pas anodin, puis c'est pas juste comme « Ah, je l'ai relu, je m'en souvenais tout ». Non. Puis en plus, c'est en français. Je dois vous avouer que, comme je vous dis, le côté cru du langage m'est apparu plus fort comme impression dans la version française. Mais vraiment nettement plus fort. Puis les confidences à la fin, nettement plus fort, beaucoup plus percutantes. Pas nécessairement positivement. En fait, c'est très cru, c'est très... Et j'ai aucune idée si c'est lié à la traduction du danois vers le français, parce que du danois vers l'anglais, oui, c'était percutant, c'était troublant et tout ça, mais j'avais senti que c'était un langage direct, sans détour, qui évidemment pouvait être par moments assez âpre, mais là, dans ce cas-ci, c'est rêche, fait que je sais pas si c'est juste un effet de traduction, parce que pourtant, c'est le même texte,
Mais je suis bien contente aussi de l'avoir lu en français parce que clairement, ça va faire une différence. Je vais avoir une relecture aussi à faire d'un Peter Mee en français. Ça va être la première fois que je lis un Peter Mee traduit en français, donc auteur écossais, que vous savez, mon nouvel auteur fétiche, au mois de mars. Puis j'ai hâte de voir si ça va me faire cet effet-là aussi. Donc voilà pour ça. Donc j'allais terminer, je vais avoir travaillé. J'anime ça dans 6 heures à peu près. Et c'est troublant, c'est troublant. Je me pose vraiment la question, qu'est-ce que je vais écouter pour, dans l'auto pour le trajet, parce que je me sens pas tout à fait d'attaque pour écouter le Søren Sveistrup. En même temps, j'aurais aimé ça vous faire un vlog polar nordique, mais je vais voir. Je vous aime beaucoup, mais je sais pas si je vais sacrifier mon état mental à ce point-là. Donc, rendez-vous dans quelques secondes pour vous pour savoir ce qui va se passer. De toute façon, le vlog est quand même assez long, donc ça se peut quand même que je fasse plus comme une lecture courte pour vous clore ça. On va voir. Tout est possible. À ton tour! Bonjour vous autres! Alors, on est le vendredi 30 janvier et exceptionnellement, je suis en télétravail aujourd'hui. J'ai terminé ma journée de travail et je voulais vous prendre parce que, bon, finalement, je me suis pas lancée dans une nouvelle lecture de polar nordique parce que, premièrement, je ne voulais pas la bousculer puis il ne restait pas assez de temps au vlog pour vous en rendre compte. Mais je suis tombée par hasard sur un nouvel opuscule de la collection Cours toujours chez Nathan et ça s'appelle La plus belle des magies. C'est écrit par Anaïs Roland et c'est une romantasy féministe. Oui, oui, ça se peut. Et en fait, moi, je l'ai vu, cette série-là, vous savez, c'est des romans courts qui vont explorer divers genres et qui, en plus, sont toujours fournis par l'éditeur avec une version audio faite par une comédienne ou un comédien. Et dans ce cas-ci, c'était aussi fourni. Donc, j'ai écouté la version audio et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça faisait quelques opuscules de cours toujours qui me laissaient toujours un peu sur ma faim. Il y avait différents genres. Les prémices étaient souvent intéressantes. Puis après ça, j'étais comme un peu déçue. Dans ce cas-ci, quand j'ai commencé à regarder ça, je me suis dit, bon, c'est de la fantasy. Puis a priori, la prémisse, c'était pas super original pour moi. Donc j'étais juste... Mais bon, je voulais quand même voir. Puis j'avais pas vu que c'était une romantasy féministe. Donc je m'attendais plus à un roman de fantasy. Puis là, ce qui m'a vraiment marqué dès le départ, c'est que... malgré le fait que c'est hyper court, on commençait déjà en présentant un peu l'univers, donc un univers où, dans une société où la magie est comme un peu en suspens, est donnée absolument à des archimages et seulement transmis par de génération en génération ou lorsqu'un archimage délègue sa magie à quelqu'un d'autre. Or, le dernier archimage a simplement disparu, mais n'a pas eu d'héritier ou n'a pas délégué sa magie à personne. Par contre, il a laissé un casse-tête qui était dans sa tombe et qui, dans le fond, était là pour, si quelqu'un le résout, en fait, la personne va devenir l'archimage. Alors ça, c'est un peu la prémisse de ce monde-là. Je me souviendrai pas du nom des académies, là, puis tout ça. Désolée, je suis pas en bonne avec la pléthore de termes en fantasy. Mais bref, on va suivre Eva qui est la fille d'un noble, mais on sent qu'elle n'est pas non plus dans une... Je pense que c'est pas comme une grande lignée ou une grande famille. Tu sais, comme faut qu'elle ait des associations pour que ça fonctionne bien. C'est une fille super alerte qui est acceptée à une des académies pour justement apprendre la magie. Une académie où on travaille super fort. Et c'est une fille vraiment vive d'esprit qui a à gérer à la fois l'école, sa curiosité, tout ça, sa curiosité particulièrement concernant l'archimage et le côté vie sociale de ce que son âge génère. Donc, elle a 16 ans et on s'attend d'elle à ce qu'elle fasse une alliance comme bonne, profitable. Donc, on va la voir à son premier bal. Et en fait, dès le départ, elle va se faire un peu comme approcher par comme le parti vraiment préféré de tout le monde. Je pense que c'est Aléric, son nom. Donc, un jeune homme qui, a priori, a l'air d'être un petit peu quand même relativement habitué à la notoriété, mais pas nécessairement trop imbu de lui-même et tout ça. Puis bon, ils vont finir par développer une certaine relation. Je vous en dirai pas plus parce qu'après ça, en fait, c'est tellement court, mais sachez que ce qui va se passer, c'est qu'on va suivre en parallèle
cette espèce d'émancipation sociale-là, mais toujours en parallèle l'espèce de, justement, soif d'Eva de résoudre ce fameux mystère-là d'Archimage, tout en ayant à gérer une rivalité avec une jeune femme qui est dans sa classe, qui essaie comme toujours de la piquer. C'est Alice, je crois, Alice. Toujours un peu de la piquer dans les argumentations et tout ça. Puis bon, ben, tu sais, Eva, elle gère ça, mais bon, c'est pas non plus super agréable. Donc, elle va avoir à gérer tout ça. Plus ça va aller, puis plus, en fait, toutes ces personnes-là vont potentiellement évoluer dans le même cercle un peu plus rapproché. Et oui, il y a des relations interpersonnelles, c'est une romantaisie. Donc, clairement, il y a des relations interpersonnelles et des relations d'attachement, on va dire ça comme ça. On est quand même sur la base d'une certaine forme de triangle, d'une certaine forme de triangle de relation. Mais c'est très original, puis en même temps sans que son originalité soit soulignée à grands traits. Je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais tout vous dire. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai trouvé quand même que la fin arrivait un peu vite, mais c'est toujours comme ça avec le format des courtes jours. Je pense que j'aurais bien aimé en apprendre un tout petit peu plus sur la suite, en fait, exactement, l'espèce de conclusion, parce que des conclusions par rapport au fameux casse-tête de l'archimage qui avait comme un peu, qui léguait sa magie par le principe de la résolution du casse-tête, parce que c'est vraiment quelque chose qui obnubilait tout le royaume, puis déterminait beaucoup de relations entre les gens, que ce soit des relations juste sociales ou amoureuses ou d'amitié ou de collaboration. Donc, j'aurais aimé ça que ce soit un petit peu plus officiellement conclu, mais ça ne laisse pas non plus sur une fin trop ouverte, oui, mais pas trop ouverte. Et je trouve quand même que même si c'est une romantaisie, bon, évidemment, à partir de la moitié, je dirais qu'on est plus concentré sur les relations interpersonnelles. Mais ça reste quand même toujours là. En fait, l'univers de fantasy demeure présent. Puis l'espèce de quête demeure présente. Elle passe un peu plus en arrière-plan, mais elle ne disparaît pas. Puis c'est quand même ça qui est au centre de ce qui va faire que les vies de toutes les personnes impliquées dans cette espèce d'intrigue courte-là vont se côtoyer, se confronter et tout ça. Donc, ça demeure quelque chose qui est présent, qui est bien entendu un prétexte, mais qu'on ne sent pas que c'est juste un prétexte. Moi, j'ai vraiment cru en cet univers-là. J'ai vraiment le goût d'en apprendre plus. En fait, je suis un peu triste. C'est comme si c'était plus une nouvelle, puis j'espère presque qu'un roman complet va être fait sur cette série-là. Et je pensais pas. J'en ai jamais lu de la romantaisie. Dans le nouveau genre, c'est pas quelque chose a priori qui m'interpelle, malgré le fait que je vais peut-être en lire une justement là, en février, j'ai fait une précommande, mais c'est quelque chose que je savais pas trop si j'allais vraiment être attirée par ça. Puis là, ben, dans ce format-là, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai adoré la plume, adoré comment les personnages, même rapidement, se sont développés. Bien sûr qu'on est dans des personnages développés à grands traits, mais on n'est pas nécessairement on n'est pas du tout en fait dans les stéréotypes et pourtant ça respecte à la fois les grandes lignes, disons, de la fantasy et certaines grandes lignes de la romance. Donc, super belle découverte. Coup de cœur, je ne sais pas, mais vraiment belle surprise. Si jamais vous n'avez pas encore découvert ce livre-là, je vous le suggère. Il vient tout juste de paraître en jeunesse au Québec, mais il a dû paraître potentiellement à l'automne en France. Donc, voilà. Alors, c'était ma lecture surprise et super agréable. Vraiment, vraiment agréable. Et ce sera la dernière de ce vlog-ci parce que le temps passe et je vais devoir clore le tout. Donc, j'espère que ça vous a plu, ce moment avec moi, avec de froid polar, disons, et une petite touche de fantaisie. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire comme d'habitude si ça vous dit. Si jamais vous aimez le contenu, c'est sûr qu'un petit pouce en l'air ou des petits applaudissements de YouTube, c'est toujours apprécié. Mais sinon, moi, de toute façon, vous savez, je suis toujours fidèle au rendez-vous. Donc, on se revoit dans le prochain vlog. Et d'ici là, tout ce qu'il nous reste à nous dire, c'est à la prochaine!